Monsieur le conseiller d'État chargé du département de l'emploi et de la santé, monsieur le conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale, monsieur l'ancien conseiller d'État Guy-Olivier Second, mesdames et messieurs les membres du réseau de soins du canton de Genève, mesdames et messieurs, au nom du service de la planification et du réseau de soins de la Direction générale de la santé, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette deuxième soirée de notre cycle de conférences consacré aux proches aidants dans le cadre des Journées genevoises des proches aidants 2018. Ces manifestations s'inscrivent autour de la journée intercantonale dédiée aux proches aidants qui est célébrée depuis 5 ans maintenant chaque 30 octobre dans les cantons de Vaud, Genève évidemment, Valais, Fribourg, Jura et Neuchâtel. À Genève, cette journée est portée conjointement par la Direction générale de la santé, mais aussi par la commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile, dont une partie des membres sont présents ici ce soir, et dont je tiens à remercier l'engagement sans faille, qui aura notamment permis la production du programme cantonal de soutien aux proches aidants 2017-2020, dont le déploiement des actions est actuellement en cours. Ce soir, nous avons choisi de parler avec vous d'art et d'art-thérapie. Face aux problèmes que soulève le vieillissement démographique, que soulèvent les troubles cognitifs liés à la maladie d'Alzheimer et aux troubles associés, d'une part, mais aussi face à l'augmentation du nombre de personnes qui souffrent de troubles psychiques et de troubles mentaux, il semble nécessaire de réfléchir autrement et de développer des approches complémentaires aux thérapies qui parfois montrent leurs limites. Nous allons donc explorer comment l'art et l'art-thérapie permettent de construire des passerelles entre les mondes du social et de la santé, comment ces pratiques peuvent aussi encourager l'expression de l'individualité d'une personne malade ou handicapée tout au long de son chemin de vie. Est-ce qu'elle favorise une plus grande autonomie? Est-ce qu'elle va permettre de renouer des relations sociales? Et qu'en pense-t-on? Qu'en attendre quand on est un proche aidant? Une table ronde animée par Madame Moncada va nous permettre d'aborder ces questions et bien d'autres encore. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier tous les participants qui ont accepté d'y participer. Avant ceci, nous entendrons Madame Mali Genet, artiste et médiatrice culturelle, qui est responsable des publics au Musée d'Art Brut de Lausanne depuis 2001. Madame Genet va nous présenter cette magnifique collection et je la remercie d'avoir accepté l'invitation du canton de Genève. Quelques mots encore avant de passer la parole à notre invitée, et ce seront des mots sur notre dernière soirée de demain, jeudi 1er novembre, qui, elle, sera consacrée à une conférence de notre conseiller national, M. Jean-Christophe Schwab. Comme beaucoup d'entre vous le savent, M. Schwab a décidé de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle pour s'occuper de son enfant souffrant de troubles du développement. Lors de cette conférence, plusieurs enjeux importants seront abordés. Évidemment, la question des troubles du développement chez l'enfant et de ce que cela implique pour une famille, mais aussi la problématique de la reconnaissance du rôle de proche aidant, tant au plan financier qu'au plan professionnel, et ceci sous l'angle à la fois fédéral, mais également cantonal. Je vous remercie en tout cas une fois de plus d'être venus aussi nombreux pour nous écouter ce soir. J'espère que nous rencontrerons encore le même succès demain soir. Et je vous rappelle que ces journées sont une occasion pour vous d'échanger entre vous, mais d'échanger aussi avec les organisateurs, les orateurs et les professionnels qui sont du domaine et qui sont là pour vous écouter, pour vous orienter et pour répondre à vos questions. À cet effet, nous aurons, comme hier soir, une verrée à l'issue de la table ronde qui sera servie dans le hall juste avant l'entrée de l'auditoire. En attendant ce moment de convivialité, je vais passer la parole à Madame Genet. Je vous remercie, Madame, de bien vouloir nous présenter cette collection. Bonsoir, merci à Marie de Coulon de l'invitation, merci à vous tous d'être présents pour cette peut-être découverte ou en tout cas en partie redécouverte pour certains de la collection de l'art brut à Lausanne. Donc c'est entre voisins, c'est pas très loin et je vous invite évidemment à l'issue de la conférence de vous rendre physiquement auprès de ces œuvres parce que c'est vraiment physiquement qu'on peut ressentir les choses. Là, ce sera un aperçu par image, mais c'est déjà une première mise en bouche, on va dire, de cette découverte. Donc peut-être que vous l'avez remarqué, je n'ai pas dit musée de l'art brut, mais bien collection de l'art brut,
parce qu'à l'origine, eh bien, c'est le collectionneur français, artiste peintre Jean Dubuffet, qui est donc là assez dubitatif à ma présentation. Et donc, vous le voyez ici à l'ouverture de la collection en 1976 à Lausanne. Donc, Jean Dubuffet, artiste peintre et sculpteur français reconnu, a en partie, au moment de ses études, eu un sentiment tout à fait personnel, très intuitif. Pour lui, la connaissance de l'histoire de l'art, la connaissance et la transmission des techniques l'éloignait de ce qu'il pressentait et appelait la source sauvage créatrice. Donc déjà pour lui-même, le sentiment par la connaissance d'avoir été éloigné de cette source sauvage créatrice. Et il va donc ne pas terminer ses études académiques et pendant 20 ans rester avec ce questionnement, mais est-ce qu'il existe des auteurs qui seraient en fait qui aurait cette source créatrice totalement irrépressible qui jaillirait sous forme de dessin, de peinture ou de sculpture. Et si ces auteurs existaient, mais qui étaient-ils et surtout où se trouvaient ces œuvres? Dans le fond, il ne savait pas encore exactement ce qu'il recherchait, mais c'est un pressenti qu'il avait là. Et donc, l'origine de cette collection va prendre date en 1945, alors qu'on est à l'issue de 2 guerres mondiales. Il va être invité en Suisse par des peintres, sculpteurs, intellectuels et écrivains suisses à découvrir des œuvres qui pourraient s'apparenter en fait à ce que recherchait Jean Dubuffet. Et il va faire notamment la rencontre des œuvres d'Aloïse Corbat, et c'est d'elle dont on va parler en premier. Mais juste une petite phrase de Jean Dubuffet qu'il aurait déjà écrit en 1946. « L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. Il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Ce qu'il aime, c'est l'incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle. » Donc on va dire que le fil rouge de cette collection de l'art brut, eh bien, tous les auteurs sont tous des auteurs autodidactes. C'est le point 1, puisque Jean Dubuffet pensait que la connaissance et la transmission des techniques éloignaient, si ce n'est coupaient, de la source sauvage créatrice. Le deuxième point, c'est que tous ces auteurs vont vivre à un moment de leur vie une ou plusieurs fractures qui va déclencher chez elles un élan créateur. C'est-à-dire que toutes ces personnes vont vivre à un moment donné de leur vie dans la marge de la société, vont vivre des systèmes d'exclusion, que ce soit par l'internement psychiatrique, que ce soit la prison, qui sont les 2 mises à l'écart sociales de nos sociétés, mais sous plusieurs autres formes, c'est-à-dire que le handicap, même encore aujourd'hui, peut amener à un système d'exclusion. L'extrême pauvreté conduit aussi à des formes d'exclusion. Les rebelles au système qui se refusent à intégrer la société telle que les codes sont prévus et vont inventer des nouveaux systèmes qui leur sont propres et tout à fait personnels. Donc tous ces auteurs ne savaient pas qu'ils étaient des artistes. Ils vont avoir un élan créatif, mais dont pour eux, ils n'ont pas le statut même d'artiste. Ce sont des artistes qui s'ignorent totalement. Et la plupart d'entre eux, eh bien, vont être des clandestins, des cachetiers, pour essayer de mettre à l'abri le monde qui leur est absolument vital, ce monde de création, de dessin, de peinture, de sculpture. Eh bien, ils vont essayer de le préserver du monde extérieur, du regard, et donc ils ne recherchent ni la reconnaissance, ni les applaudissements, et c'est peut-être ce qui, encore aujourd'hui, les différencie de ce qu'on pourrait appeler un artiste reconnu. Donc c'est peut-être ces 3 critères si particuliers qui font la particularité de cette collection de l'art brut, donation de Jean Dubuffet à la ville de Lausanne en 1971 et ouverture de la collection au public en 1976. Donc c'est de quelques auteurs dont je vais parler ce soir, sur les 800 auteurs présents dans la collection et les 70 000 œuvres qu'abrite cette collection aujourd'hui. Pour vous dire que ça ne s'est pas arrêté à la donation de Jean Dubuffet, mais qu'elle continue à acquérir des œuvres de façon régulière. Donc Aloïse Corbat, née à la fin du XIXe siècle, c'est une des premières rencontres qu'il va faire en Suisse avec l'œuvre d'Aloïse Corbat, et ça va être pour Jean Dubuffet
un choc total. Il va avoir le sentiment, en découvrant ses œuvres, notamment, et d'autres encore, d'avoir là le cœur de ses recherches. C'est-à-dire qu'il a vraiment on va dire un choc en tant que peintre et artiste à la vision de ses œuvres. Chaque fois que je vais vous parler des œuvres, donc voilà Aloïse Corbat, qui est déjà âgé et qui présente un de ses dessins. Et chaque fois que je vais vous parler des œuvres, je vais aussi vous parler un peu de la biographie des auteurs, qui permet de donner quelques clés parfois dans ces œuvres qui peuvent apparaître comme hermétiques. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que c'est des œuvres extrêmement colorées, avec, on va dire, des couleurs chaudes qui sont privilégiées, surtout le rouge. Et on va le retrouver, ce rouge, ce jaune, ce orange, tout au long de son œuvre. Vous voyez qu'il y a l'ensemble du support qui est recouvert. Et peut-être que très rapidement, vous êtes entré en contact avec un détail qui a une très grande importance, en fait, qui n'est pas un détail. Peut-être que vous êtes attaché au regard, si ce n'est pas dire au non-regard de ces personnages. Vous voyez que les yeux sont totalement bleus et qu'ils sont en absence de pupilles. Donc on peut voir là des regards aveugles, de grands lacs vides, ce qui permettrait de façon symbolique de comprendre que ces personnages ne sont pas en lien avec le monde intérieur d'Aloïse, qu'elle appelait elle-même le grand théâtre de l'univers. Donc vous voyez là que, de nouveau, une représentation de la femme, où là on voit même le regard qui est presque recouvert d'un masque. Là on est dans des dessins de la première période de la création d'Aloïse. Vous voyez que la femme qu'on voit apparaître un peu sur le devant de la scène va se retrouver dans presque tous ses dessins, si ce n'est pas totalement dénudée, mais en tout cas la poitrine dénudée. Jamais la poitrine des femmes ne peut être contenue dans les robes que les princesses et les héroïnes d'Aloïse représentaient dans ces dessins. Vous voyez aussi à l'arrière un pape et des représentations multiples de petits corps qui pourraient être interprétés comme des enfants, dans les bras de la femme notamment. Et l'homme qui est debout, lui aussi dénudé, avec le même regard bleu. Donc vous voyez ici un couple de nouveau avec une femme à la chevelure magnifique, abondante, toujours avec ses regards aveugles. On voit la poitrine qu'elle-même nommait comme les roses lotus, qui est représentée de façon assez symbolisée. Et puis quelques mots qui apparaissent dans le dessin, le manteau du matador ou le cœur de Paris. Aloïse donc, a vécu un internement psychiatrique alors qu'elle avait 28 ans. Cette jeune femme avait perdu sa mère alors qu'elle avait 11 ans et elle va être élevée en partie par sa sœur aînée de façon très autoritaire. Elle a 6 frères et sœurs. Elle vient d'une famille protestante lausannoise et Aloïse va aller jusqu'à son baccalauréat. Elle est issue d'une famille modeste et c'est beaucoup pour l'époque, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, pour une jeune fille de famille modeste. Elle a une aspiration, devenir cantatrice. Elle a une voix absolument magnifique, on l'appelait le rossignol. Et Aloïse va être envoyée à l'école de couture par sa sœur. Il n'y a pas de raison d'aller chanter l'opéra à moitié dépoitraillé sur une scène, chanter les amours impossibles. Dans son œuvre, on retrouvera toutes les grandes héroïnes d'opéra, les grandes héroïnes littéraires, les princes, les princesses. Donc Aloïse va être éconduite dans ses aspirations et donc là, encore un dessin que je vous laisse découvrir pendant que je vous communique d'autres informations. Donc Aloïse va tomber amoureuse d'un jeune prêtre défroqué qui fait des études à Lausanne. Sa sœur aînée toujours va sévir et va exiler Aloïse en Allemagne pour être sûre qu'elle ne rencontre plus jamais cet amoureux. Et Aloïse, par des circonstances incroyables, va se retrouver gouvernante chez le chapelain de l'empereur Guillaume II. Donc cette jeune couturière lausannoise va se retrouver éloignée, mais tout de même avec un contact du faste de cette cour impériale. Elle va se nourrir de tout ce qu'elle y voit
et surtout justement des grandes héroïnes, des princes, des princesses qui vont par la suite habiter son œuvre. Donc là, on voit une femme totalement dénudée et avec là aussi ses yeux bleus, vides, cette bouche extrêmement sensuelle, entourée par un collier qui descend jusque sur ses minuscules petits pieds. Vous voyez que sur les mains de l'homme apparaissent un rond rouge qui peut être expliqué ou en tout cas interprété comme un stigmate. Elle-même se voyait comme une victime expiatoire. Donc sur toutes les mains de ces personnages, on va retrouver les stigmates du Christ. Donc Aloïse, la Première Guerre mondiale se prépare, elle est à la cour de cet empereur Guillaume II et Aloïse va devenir agitée, pacifique, antimilitariste. Elle va hurler son pacifisme à la cour de l'empereur. Elle sera renvoyée en Suisse et à Lausanne. Elle manifestera fiévreusement son pacifisme dans les rues de Lausanne et à l'âge de 28 ans, elle vivra un internement définitif jusqu'à la fin de sa vie. C'est le départ de l'œuvre d'Aloïse. Pour un premier temps, elle voit sa vie de femme se terminer totalement. Elle commence à se saisir de petits papiers dans les poubelles. Elle les défroisse, elle les répare par le biais de la couture, elle se cache dans les toilettes et tout d'abord elle écrit à sa famille et dans les écrits apparaissent de petits dessins. Elle n'a pas de crayon de couleur, donc c'est les pétales de géranium rouge du jardin de l'institution qui seront ses premières couleurs. Elle les mélange avec de la salive, de la pâte dentifrice et c'est comme ça que débutera l'œuvre d'Aloïse. Pendant 15 ans, tous ces dessins seront jetés. Ces écrits seront conservés, ce qui vont donner beaucoup d'indications sur l'œuvre à venir, et il faut un changement de direction de l'institution pour que les œuvres d'Aloïse soient protégées, encouragées. Et là, l'œuvre d'Aloïse explose. Elle va dessiner jusqu'à 14 mètres de hauteur, recto, verso, 3000 compositions, 14 mètres, 12 mètres, 8 mètres, 9 mètres. Donc c'est une production énorme au crayon de couleur. Donc je vous laisse imaginer la fièvre de cette femme pour interpréter un monde parallèle qui l'habitait, dans lequel elle a pu vivre la vie de toutes ces héroïnes, que ce soit les princesses, les héroïnes de romans, les héroïnes d'opéra. Eh bien, elle va vivre la vie de toutes ces femmes, mais elle va absolument, on va dire, prendre toutes les références qu'elle a et elle va totalement les réinterpréter, les mélanger. Elle va pouvoir marier De Gaulle avec Marie-Antoinette. Donc elle va se saisir aussi d'informations qui arrivent dans l'institution. Donc voilà, on pourrait parler d'Aloïse pendant peut-être plus d'un mois, mais je vais passer maintenant à un autre auteur. Judith Scott. Donc là, on va changer de siècle. Judith Scott est une auteure américaine née en 1943. Et voilà un portrait de Judith Scott qui enlace une de ses sculptures de fil. Et Judith Scott pratique, on va dire, le secret. C'est-à-dire qu'elle va dérober des objets depuis le foyer où elle vit jusqu'à l'atelier où elle va se rendre. C'est un très grand atelier à Auckland, un atelier qui accueille les personnes en situation de handicap ou toute personne dans la précarité. C'est un atelier d'expression qui est mené par des artistes qui mettent à disposition du matériel, un abri pour la journée et une possibilité d'exprimer ce que c'est... aidez-moi, ce que ces personnes viennent rechercher à l'intérieur de cet endroit. Donc Aloïse va commencer par dérober des objets qu'elle trouve depuis son foyer jusqu'à l'atelier. Et donc dans le foyer, derrière les portes, ce sera les chaussures des autres résidents, les parapluies, les branches, pourquoi pas un ventilateur. Tout ce qu'elle trouve sont ses trésors. Et quand elle arrive à l'atelier, elle va arrimer les objets les uns aux autres, en faire un corps central de sculpture. Ensuite, elle va le dissimuler sur quantité de couches de matériaux divers, paquets de chips, sagex, cravates, tapis, enfin tout ce qui est possible. Et ensuite, un long travail d'emballement. Et c'est une forme de tissage. Donc il ne s'agit pas d'une pelote que vous voyez là sur l'écran, excusez-moi, mais bien d'un travail
d'ensevelissement et de tissage. Donc elle prend plusieurs brins de laine, de coton, et elle va, avec ses doigts, enfiler par-dessous, nouer, couper. Donc c'est bien de liens qu'il s'agit. On peut les voir parfois comme des cocons, parfois comme des momies, mais à chaque fois, c'est ou la vie à l'intérieur ou la mort à l'intérieur, mais il s'agit là vraiment d'une charge humaine extrêmement forte, d'une très grande tension. Donc on voit aussi qu'il y a un goût chromatique chez Judith Scott, et maintenant je vais vous parler un peu de sa vie. On a un sentiment parfois, en présence de ces sculptures, d'enfermement. Très souvent, les visiteurs font ce geste quand ils voient les sculptures. Et c'est vrai que Judith Scott, l'enfermement, c'est quelque chose qu'elle connaît à sa naissance. Elle est née sourde, muette, trisomique, et elle est née avec une sœur jumelle tout à fait saine. Donc ces deux sœurs partent dans la vie avec un bagage très différent. Elles vont vivre en famille jusqu'à l'âge de 7 ans avec 2 frères aînés. Et on va dire que ces jumelles ont un lien absolument privilégié, un langage qui leur est propre. Et à l'âge de 7 ans, on va proposer à la famille Scott de placer Judith alors que sa sœur va commencer l'école. Et on est là en 1950, et les propositions de placement, eh bien, c'était avec la proposition de laisser l'enfant et de surtout ne plus venir le voir. Parce que le voir, c'est le traumatiser. Donc, si vous venez le week-end, vous arrivez, elle pleure, vous repartez, elle pleure. Alors surtout, laissez-la nous, on va s'en occuper. C'est une rupture affective totale pour Judith Scott, et pendant plus de 32 ans, elle va vivre éloignée de sa famille, coupée de ses liens affectifs, éloignée de sa sœur jumelle. Et sa sœur jumelle, à l'âge de 42 ans, va la rechercher. Ses parents, les parents de Judith Scott sont décédés. Judith Scott a été déplacée dans plusieurs institutions, on a perdu sa trace. Et sa sœur va faire tout un travail pour remonter et rechercher cette sœur jumelle qu'elle va faire venir à Auckland, dans la ville où elle vit. Et c'est là que Judith Scott va pouvoir participer à un atelier créatif où elle a été inscrite. Et c'est là que va prendre naissance l'œuvre de Judith Scott, faite de liens, faite d'un, on va dire, d'un intérieur dissimulé, secret, caché au regard extérieur. Et Judith Scott, dans cet atelier, eh bien, a une façon très personnelle de travailler. Quand elle arrive, elle s'emballe. C'est-à-dire qu'elle pose sur sa tête plusieurs mouchoirs, foulards, bonnets, chapeaux, toute une série en fait construite sur sa tête. Elle les retient avec de très grosses lunettes de foire, et elle s'emballe les poignets avec des bracelets, le cou avec des colliers. Une fois que ce rituel est fait, elle commence son travail. Et à la fin de son travail, eh bien, elle a un geste qui n'a pas tout de suite été compris. Elle faisait comme ça. Et bien, les artistes qui s'occupaient de cet endroit ne comprenaient pas ce geste, et ils plaçaient la sculpture de Judith Scott à l'abri quand elle n'était pas là, et ils la reposaient sur la table quand elle revenait. Et là, Judith Scott, elle faisait le même geste jusqu'à qu'ils comprennent que ça veut dire terminer. Donc c'est un geste d'artiste complet, début, fin. C'est pas j'emballe et j'emballe et j'emballe et j'emballe jusqu'à que je puisse plus contourner la pièce parce que mon corps ne peut plus le faire. C'est terminé, débarrassé. Donc il faut aussi entrer en contact avec le langage de ces personnes. Je remonte en arrière, excusez-moi. Donc, Judith Scott a réalisé un peu plus de 200 sculptures. Donc, dans les dernières années de sa vie, elle est décédée à l'âge de 62 ans. Et là, vous voyez la dernière sculpture qui était sur sa table au moment de son décès, qui n'est certainement pas terminée, mais étonnamment, qui n'a pas les couleurs que toutes les autres pouvaient avoir. Je vais chaque fois en fait, vous entraîner d'un monde à l'autre, c'est un peu abrupt, parce que c'est souvent assez émotionnel, mais j'aimerais quand même vous présenter quelques auteurs. Donc là, je vais vous parler de Carlo Zinelli. Très souvent dans la collection, en tout cas à l'origine de la collection, les auteurs étaient présentés par leur prénom.
Donc vous avez pu remarquer qu'on parle toujours d'Aloïse et pas d'Aloïse Corbat. C'était aussi une volonté parfois des familles de protéger l'identité de ces auteurs jusqu'à que Jean Dubuffet s'en dégage totalement et finisse par donner leur identité complète, en statuant sur le fait que c'était des artistes et qu'ils voulaient leur restituer la parole. Ces personnes qui avaient été privées, pour la plupart d'entre eux, durant leur existence de la parole, les œuvres étaient leur unique parole, et donc il a fait le choix de rendre sa collection publique et de donner une identité complète à ces auteurs. Donc Carlo Zinelli, qui est né donc au début du XXe siècle. Donc un portrait de Carlo alors qu'il participait là à un atelier à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique près de Vérone. Et toute l'œuvre de Carlo, comme pour beaucoup de ses auteurs, recouvre l'entier du support. La plupart du temps, le support est utilisé des deux côtés. Aloïse faisait de même, elle utilisait les deux côtés du support. Donc quand je vous disais qu'elle dessinait jusqu'à 14 mètres de hauteur, c'est 28 mètres. 14 mètres d'un côté, 14 mètres de l'autre côté. Donc à Carlo Zinelli, donc, cette couverture totale de la surface du support, tout d'abord par le fond qui travaillait avec des éponges, et ensuite ces personnages qu'on pourrait dire graphiques, dont on aurait peine à identifier la provenance, un aspect archaïque, peut-être même primitif. Et vous voyez que les choses se répètent, les modes de figuration, le plus souvent par 4. Donc on voit 4 grands personnages. En dessous, on voit 4 autres personnages avec les mains levées, comme si elles allaient frapper sur un steel band qui est devant eux, un instrument de musique peut-être. Et on voit aussi sur le côté 4 petites silhouettes noires. Vous voyez que ces corps sont perforés par des ronds où on voit en transparence le fond. C'est un mystère qui reste assez total sur ces systèmes de perforation. Vous voyez qu'il y en a 4 aussi à l'intérieur des corps. Et le chiffre 4 était un chiffre important pour Carlo, un chiffre protecteur rituel. Quand il demandait une cigarette, il en demandait 4. Quand il fermait la porte à clé, il tournait 4 fois la clé. Enfin, tout passait par ce chiffre. On voit aussi que ces personnages se déplacent de droite à gauche, très souvent de profil, comme une procession. Donc là, on le voit encore plus avec un personnage central qui est perforé là multiplement, et donc tous ces personnages qui ont l'air de se déplacer. Là, on voit une forme plus colorée du travail de Carlo Zinelli. On retrouve ce chiffre 4 par certaines représentations. Là aussi, le support totalement recouvert, avec l'usage non plus de la perforation, mais du cercle comme motif. À nouveau, ces 4 personnages, on voit aussi qu'il y a un choix de la couleur, un rapport graphique à l'espace, à la composition qui est absolument extraordinaire. Carlo Zinelli donc, vivait tout près de Vérone, et comme souvent à l'époque, c'est un enfant qui a dû quitter l'école à l'âge de 9 ans, une famille extrêmement pauvre qui a placé son garçon pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Donc Carlo Zinelli a été éloigné des siens, a travaillé dans une ferme. C'était vraiment un travail à la limite de l'esclavage. On l'a connu ici en Suisse aussi, ces placements d'enfants pour travailler dans les fermes. Et Carlo Zinelli est extrêmement solitaire et va s'attacher particulièrement aux animaux de la ferme et à un chien qui est son seul rapport affectif. Mais son père, alors qu'il est âgé de 19 ans, va demander à Carlo Zinelli, va exiger de lui qu'il vienne travailler dans les abattoirs de Vérone pour gagner un peu plus. Donc vous imaginez que pour ce jeune homme qui avait constitué tous ses liens affectifs à travers les animaux, c'est une rupture terrible, c'est un déséquilibre affectif qui va exister pour lui. Et Carlo Zinelli, jeune homme, va s'engager dans la guerre d'Espagne. Il va rentrer totalement fragilisé, déstabilisé, et il va vivre un internement psychiatrique.
Et dans cet internement psychiatrique quasiment concentrationnaire, près de Vérone, 1300 malades dans l'hôpital, des dortoirs de 50. Il faut imaginer le bruit de cette folie qui ne connaît que très peu de soins. Et en 1950, un psychiatre responsable de l'établissement va proposer à un artiste d'ouvrir un atelier pour les personnes malades qui avaient des prédispositions. Et ils avaient observé Carlo Zinelli qui graffitait dans la cour de l'hôpital à l'aide de cailloux sur les murs. Et donc, il va être invité à participer à cet atelier, mais c'est un atelier qui est mené de façon académique. Donc, on va proposer des cours à ces personnes malades. L'atelier n'aura aucun succès et c'est seulement en 1957 qu'un artiste, Michael Noble, va prendre en charge un atelier ouvert où les personnes sont là avec du matériel à disposition et aucune contrainte ni consigne. Eh bien, Carlo va occuper toutes ses journées dans cet atelier. C'est pour faire le lien avec ce qui va suivre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi des auteurs qui avaient été ou protégés ou qui avaient participé à des ateliers, mais pas que. Donc, encore ici, où vous voyez les petits personnages en procession qui se déplacent sur les cercles et un personnage qui a l'air installé sur un carrosse ou une chaise avec 3 oiseaux sur ses bras et un personnage à l'avant comme une procession qui porte une croix. De nouveau, s'attacher à la composition de ces dessins et ce travail de jeu avec le fond et la forme. Marguerite Sirvin, un autre monde. Donc Marguerite Sirvin, née à la fin du XIXe siècle. Nous n'avons aucune photo de Marguerite Sirvin et un portrait dessiné par Gérard Williamy en août 1945. Une robe qui est vraiment, on va dire, une pièce extrêmement importante de la collection de l'art brut, très symbolique. Une robe qui pourrait ne pas nous appeler forcément, surtout sur image. C'est vraiment quand on la voit que on va dire, l'émotion peut se trouver. Et cette robe a été réalisée par Marguerite Sirvin alors qu'elle avait 60 ans. Et Marguerite Sirvin a vécu un internement à l'âge de 40 ans suite à une très grande déception amoureuse. Elle avait une liaison avec un homme marié qui lui promettait le mariage et ça ne s'est pas fait. Elle a sombré dans une très grave dépression et ça l'a amenée à un internement psychiatrique en France, à Saint-Alban. Et quand elle a 60 ans, elle pense en avoir 18. Et pour réaliser cette robe, eh bien, elle va passer par un geste symbolique. Elle va retirer des fils de ses draps de lit. Donc pendant 5 ans, Marguerite Sirvin va enlever des fils de ses draps de lit, donc elle va obtenir des segments de fils, elle n'a pas des pelotes de fils, elle va dérober des aiguilles à coudre à l'atelier de couture de l'hôpital et avec des aiguilles à coudre, sans aucun support, elle va réaliser cette robe comme un cocon. C'est-à-dire que ce n'est pas une robe qui est constituée de plusieurs pièces, mais c'est une seule pièce. Et en travaillant en cercle, comme un cocon, avec des aiguilles à coudre et des fils, des segments de fils. Non, je vous laisse imaginer, il n'y a rien. C'est le vide absolu. Et elle, avec des segments de fils et des aiguilles à coudre, elle constitue une enveloppe parfaite d'un corps parfait à l'échelle, c'est un 38. Forme de la poitrine, forme de la taille, les plis qui partent depuis la taille. Il y a une surpiqûre, on va dire, au niveau de la taille. Et on voit là le dos de la robe, il y a une ouverture qui est faite au dos de la robe, il y a plus de plis sur les fesses, ce qu'on appelait à l'époque un faux cul, qui montre l'élan esthétique pour cette robe. Et vous voyez peut-être qu'il y a 2 éléments de couleur, 2 petites boulettes de fil qui sont les boutons. Donc on peut ouvrir cette robe qui est tenue par 2 boutons. Et les boutons, eh bien, ce sont des fils de couleur qu'elle chapardait sur les chiffons des femmes de ménage, qui étaient des morceaux de vêtements usagés. Donc toujours ce même geste, défaire, déconstruire pour reconstruire. Et déconstruire les draps de lit, défaire fil à fil des draps
les siens, des draps usagés, puisqu'elle travaillait en buanderie, donc elle avait accès aux draps de façon multiple. Et cette symbolique du drap aussi, il était blanc, c'est sûr, ça correspondait à une robe de ses noces, mais ça correspond aussi au plus proche de notre intimité. Le sommeil, c'est là où le corps se relâche, c'est là où l'inconscient prend sa place par le biais des rêves, des cauchemars. Là, c'est un petit détail dont je voulais vous parler. Sur le devant de la robe, entre les deux seins, il y a un petit fil rose qui est brodé sous la forme d'une fleur. Et là, eh bien, on peut y voir un double message de Marguerite Sirvin, qui a réalisé une robe pour un mariage onirique, puisque cette femme avait 60 ans et qu'elle se rêvait avoir 18 ans en attente de mariage. Elle va broder cette petite fleur qui fait référence à l'intimité. C'est une petite rose qu'on trouve sur les sous-vêtements encore aujourd'hui, que ce soit par les petits nœuds ou les fleurs. Donc elle propose en même temps cette robe de mariage qui est un acte social visible, vu de tous. Le mariage et la robe de mariée, on va dire que c'est la chose la plus regardée. Et en même temps, elle y appose cette petite rose qui est le symbole d'une intimité totale. Donc Marguerite Sirvin a mis 5 ans à réaliser ce cocon merveilleux et elle va être atteinte, on va dire, au plus fort de sa maladie les 2 dernières années de sa vie. Donc c'est la dernière œuvre qu'elle a produite, mais avant cela, elle avait produit de nombreuses broderies en 2 dimensions avec les mêmes techniques, c'est de défaire pour obtenir du matériel. C'était aussi la condition d'aliéner, d'interner, qui obligeait à détourner les techniques et à trouver en fait ses propres matériaux. Peut-être une chose encore, parce que souvent la question se pose, mais est-ce que Marguerite Sirvin a essayé? Est-ce qu'elle a porté cette robe? Eh bien, on a eu une réponse qui est assez concrète par le biais de son dossier médical, puisque c'est une robe absolument parfaite à l'échelle, et c'est ça qui est absolument incroyable. Elle n'avait pas de support, elle n'avait pas de mannequin, elle ne travaillait pas sur une personne, donc elle avait enregistré intérieurement la forme d'un corps parfait d'une jeune femme. Et Marguerite Sirvin était beaucoup plus forte que la robe. Donc cette robe est destinée à un corps totalement idéalisé pour un mariage tout à fait onirique. Peut-être vous dire comment Jean Dubuffet l'a découverte, parce que là, on parle de ses œuvres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que jamais un auteur d'art brut va se présenter à la collection ou appeler la collection de l'art brut en disant « Oui, bonjour, je fais de la peinture, de la sculpture, je crois bien que c'est de l'art brut ». Eh bien, c'est proprement impossible, puisque tous ces auteurs ignorent qu'ils travaillent dans le champ de l'art et ignorent d'autant plus que c'est la collection de l'art brut. Donc c'était souvent les intermédiaires, et parfois jusqu'à une vingtaine d'intermédiaires avant d'arriver à Jean Dubuffet, ou aujourd'hui avant d'arriver à la collection de l'art brut. Donc tous ces auteurs ont été protégés par un intermédiaire. C'est des personnes qui ont eu le privilège en fait, d'être soutenues, protégées par quelqu'un. Et il y a certainement une quantité d'œuvres qu'on pourrait qualifier d'art brut qu'on ne connaîtra jamais. Simplement parce qu'elles n'ont pas eu le bénéfice d'une présence, elles resteront totalement dans l'ombre. Et donc ce Jean Dubuffet, excusez-moi, pour venir à la découverte, cette femme était internée à Saint-Alban et pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet hôpital psychiatrique très retiré en France va accueillir et protéger des résistants ou des personnes recherchées par la Gestapo, et il va abriter de façon momentanée Paul Éluard. Paul Éluard, donc le poète français, va assister à l'horreur de cette époque et des hôpitaux psychiatriques, si on peut les appeler comme ça. Et on oublie qu'il y a eu 40 000 internés psychiatriques qui sont morts en France pendant la Deuxième Guerre mondiale de manque de soins, de traitement. Et
de froid, de faim. Et donc Paul Éluard va s'attacher à essayer de soulager selon ses moyens. Il va ouvrir un atelier d'écriture. Il va essayer d'inviter des malades à participer à cet atelier. Il va rencontrer Marguerite Sirvin, qui n'avait pas encore entrepris ce travail de cette robe, mais qui brodait et cachait sous son tablier des broderies en cours. Et en sortant, puisque lui aura la chance de sortir de cet hôpital, eh bien, il va en parler à André Breton, donc il fait partie de cette communauté surréaliste, et André Breton, qui est très ami avec Jean Dubuffet, avant d'être ennemi, eh bien, va lui parler de sa découverte à Saint-Alban, et évidemment Jean Dubuffet, qui est à la recherche, mais comme un détective, de ces mondes parallèles, de ces mondes totalement marginaux, va se rendre à l'hôpital de Saint-Alban et y faire de très grandes découvertes. Donc là, on voit un détail de cette robe. On sait que Marguerite Sirvin connaissait très bien les arts appliqués, comme toutes les jeunes filles de l'époque, la transmission de mère en fille et certainement la fabrication des trousseaux qui se faisaient pour le mariage. Donc elle a détourné tous les codes des arts appliqués pour se réapproprier des techniques tout à fait sauvages. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je vais passer un peu vite ici parce que je suis désolée, mais j'aimerais vous parler aussi d'Émile Ratier, né à la fin du XIXe siècle, pour parler aussi d'un autre chemin qui peut conduire à l'art brut, parce que vous avez eu comme présentation plusieurs personnes qui avaient vécu des internements psychiatriques. J'aimerais amener un autre chemin qui peut conduire à l'acte créatif. Et vous voyez Émile Ratier devant l'établi de sa ferme, dans le Lot, en France. Et voilà une sculpture que vous pouvez découvrir à la collection de l'art brut, entre autres. Il s'agit donc d'une base de la Tour Eiffel de Paris, mais qui se termine de façon totalement ludique par un manège. Et vous voyez peut-être qu'il y a une manivelle. En fait, il y en a 3 sur cette sculpture. Donc, ce sont des sculptures en mouvement, avec des mouvements mécaniques qui se relient les uns aux autres et qui agissent en cascade. Donc, vous voyez peut-être tout en bas de la sculpture assemblage, on voit l'ascenseur de la Tour Eiffel, qui est au rez-de-chaussée, qui monte et qui descend dans la Tour Eiffel. Vous voyez peut-être apparaître presque au sommet une vache, et donc dans le manège qui se trouve au-dessus, des petits personnages et des avions. Vous avez là une deuxième sculpture qui, elle aussi, a des mouvements mécaniques, avec notamment des animaux et des personnages. Et cette sculpture, qui est aussi un monument parisien, il s'agit de l'Arc de Triomphe, dont on a un peu plus de peine à reconnaître que la Tour Eiffel de Paris, mais qui a une charge, on va dire, humaine très forte. Vous voyez qu'elle est... à ce sommet se trouve un manège qui n'est fait que d'avions, et à l'intérieur de cet Arc de Triomphe, on trouve enfermés des personnages avec des canons. L'Arc de Triomphe, c'est quoi ? C'est le triomphe d'une nation sur une autre, c'est la guerre, la représentation de la guerre. Et Émile Ratier, eh bien, lui, était à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il en est sorti vivant, totalement traumatisé par la guerre. Il vivait dans une ferme dans le Lot en France, 3 générations dans la ferme. Il a quitté une seule fois cette ferme, c'est pour aller à la guerre. Et pendant la guerre, il a défilé à Paris. Et il a été totalement subjugué par les monuments parisiens qui sont restés fortement inscrits en lui. Fin de la guerre, vivant, Émile Ratier retourne dans sa famille. Mais quand il est âgé de 70 ans, eh bien, il a une maladie des yeux qui le conduit à la cécité complète, aveugle, 70 ans. Donc ça veut dire pour Émile Ratier ne plus pouvoir travailler sur le domaine. Et à l'époque, pour un homme qui travaille dans une famille à 3 générations, ne plus travailler pour lui, c'était mourir. Il disait, mais moi je suis un bon à rien. Je suis une bouche à nourrir, je ne sers à rien. Laissez-moi mourir, laissez-moi partir. Pendant 1 année, il va rester enfermé dans sa chambre. Donc sa famille l'encourage, allez Émile, fais quelque chose, Émile, lève-toi. Ils lui font les repas, évidemment, ils le soutiennent, et un jour, Émile se lève.
Et là, il va attacher un fil de fer au chambranle de la porte de la ferme qui va relier à l'appentis où il a ses outils et il va y faire coulisser une chaîne. Donc il va être indépendant de la ferme aux outils. Et Émile Ratier, en étant totalement aveugle, âgé de 70 ans, va réaliser plus de 600 sculptures mobiles. Donc, je vous laisse imaginer l'entreprise, la fièvre créatrice. Il ne savait pas certainement, Émile Ratier, quand il en a fait une, qu'il allait en faire deux, ni moins qu'il allait en faire 100, 200, 300, 600 sculptures qu'il déposait dans la grange. Évidemment, au début, la famille est très, très contente. Émile Ratier a repris le dessus, il est là et ça va bien. Mais disons que 200, 300, là, il commence à trouver ça vraiment beaucoup moins agréable. Il envahit tout l'espace de la ferme. Donc, c'est aussi se rendre compte de la marge. C'est-à-dire que pour presque tous, c'est des producteurs d'œuvres intensifs. Ils s'installent à l'intérieur de ces mondes. Et c'est dans ces mondes-là qu'ils vont reprendre pied, qui vont retrouver parfois une identité. Donc c'est des mondes qui leur sont absolument vitaux. Ce n'est pas, on va dire, quelque chose dont ils peuvent s'éloigner. Ils vivent à l'intérieur de leur création. Vous me direz que c'est le propre d'un artiste, de quel qu'il soit, qu'un artiste reconnu, autant qu'un artiste d'art brut. Simplement, on va dire peut-être la petite nuance, ce n'est pas l'élan créatif, mais c'est que ces auteurs n'ont plus la possibilité d'en sortir. Ils vivent totalement à l'intérieur des mondes qu'ils produisent. Et ça, peut-être que c'est une des grandes différences. Et je vais terminer de façon un peu spectaculaire par Vahan Poladian, qui est né, on n'a jamais pu savoir sa date de naissance exacte, donc en 1902, 1905. Et voilà une photo de Vahan Poladian alors qu'il est déjà âgé d'environ 70 ans. Vahan Poladian va exprimer toute sa fantaisie, son délire créatif dans le body art. C'est-à-dire qu'il va réaliser chaque jour un nouveau costume. Et ce costume, il va se vêtir et il va défiler dans les rues de Saint-Raphaël, donc au sud de la France. Et il va, on va dire, représenter, vous allez le voir par la suite, soit des autorités ecclésiastiques, soit on va dire, des généraux d'une armée tout à fait fantaisiste. Et il va saluer devant les terrasses sur la jetée de Saint-Raphaël tous ceux qui sont en train de boire l'apéritif. Donc il sort tous les jours à 11h, il est plus ou moins attendu par un petit groupe. Quand est-ce que va apparaître Vahan Poladian ? Eh bien là, vous voyez une installation de quelques-uns de ces déguisements, parce que Vahan Poladian n'avait pas les moyens de constituer à chaque fois une tenue complète, donc il devait customiser les tenues existantes, mais à chaque fois c'était une nouveauté, et surtout avec une immense attention, on va dire, au couvre-chef. Les couvre-chefs que vous pouvez voir un peu à l'arrière. Là, vous voyez une tenue presque complète, donc faite de briques et de broc, surtout scintillante, baroque le plus possible. Vous voyez que sur sa tête, sur la toque, il y a une cage qui contient un pigeon plastique. On pourrait le voir peut-être comme une colombe de la paix enfermée, parce que Vahan Poladian, eh bien, c'est l'exil qu'il a connu. Il est né en Arménie, juste après 1905, dans un grand deuil arménien, les premières persécutions des Arméniens, et en 1915, le génocide arménien. Pour lui, c'est son père, ses frères, ses cousins, ses oncles, tous seront exterminés. Et il va, je m'excuse, ça me fait chaque fois une petite émotion. Donc, il va choisir, comme la plupart, une grande partie des Arméniens, l'exil. Il va tout d'abord essayer les États-Unis, il sera renvoyé. Il va essayer Cuba, il sera renvoyé. Et il va pouvoir arriver à Paris dans une diaspora arménienne. Et il va réussir à faire venir sa mère jusqu'à Paris. Et là, eh bien, cette petite communauté arménienne se soutient. Mais la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et il est mobilisé comme soldat, fait prisonnier par les Allemands, camp de travail. Et pour
Vahan Poladian, ça va être l'effondrement total, la perte des repères. Donc à la fin de la guerre, juste avant-guerre, il s'était marié et il avait une enfant, mais après la guerre, sa femme avait disparu, l'enfant aussi. Donc il va être accompagné par sa mère, il n'est plus capable de subvenir à ses besoins, et à la mort de sa mère, Vahan Poladian a 51 ans, et il va être recueilli dans un home arménien à Saint-Raphaël. Et c'est là que, on va dire, la chrysalide se transforme en papillon. Chaque jour, il monte dans les galetas de l'institution et avec, on va dire, sa petite retraite, il va la dépenser chez tous les brocanteurs qui lui gardent tout ce qui brille. Tout ce qui brille et qui, pour Vahan Poladian, eh bien, tous les invendus, tous les impossibles seront son lot. Et son lot, il va l'emmener dans les galetas de l'institution, protégé par la directrice, qui va lui laisser à disposition cet espace. Et Vahan Poladian va pouvoir s'adonner à une mise en scène, à un faste d'une Arménie qu'il n'a pas connue, mais qu'il va déployer d'une façon totalement fantaisiste, avec un humour incroyable. Il existe un film que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est Vêtements de ville, Vahan Poladian. Je vous invite à faire la recherche, c'est absolument extraordinaire. Donc vous voyez que là, il se présente plutôt comme général des armées. Vous voyez qu'il est couvert de nouilles et que sa casquette surmontée de boules de Noël, sa canne qui lui sert quand même de sceptre, enfin voilà, c'est vraiment le roi de l'Arménie qui se présente à la France. Quelques détails, c'était extrêmement bien fait. Voilà, vous avez cette dernière image de Vahan Poladian, il faut le voir dans le home arménien, donc quand il se déplace depuis la chambre des galetas pour redescendre les escaliers de l'institution, il a des petits fous rires, des petits gestes d'humour, et il passe devant un public totalement impassible qui ne le voit même pas passer. Voilà, donc je vais terminer par cette phrase de Jean Dubuffet. Une chanson qui braille, une fille en brossant l'escalier me bouleverse plus qu'une savante cantate. Chacun son goût, j'aime le peu, j'aime aussi l'embryonnaire, le mal façonné, l'imparfait, le mêlé, j'aime mieux les diamants bruts, dans leur gange et avec crapaud. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci Mali Geneste pour cette présentation extrêmement émouvante, inspirante. C'est fou ce que le cerveau humain recèle comme trésor quand, comme vous le dites, on le laisse sauvagement s'exprimer. Pour discuter de ça et de beaucoup d'autres choses, je vais...